Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir nombreux à notre webinaire BizInsight. Vous le savez, BizInsight, ce sont les webinaires professionnels haut de gamme de Infinity, le spécialiste du management de transition. Alors j'en profite pour remercier nos partenaires, l'Agora des directeurs juridiques et de la compliance et EOS Dirigeants, spécialistes de l'outplacement et de l'executive coaching. Aujourd'hui, nous allons vous permettre de vous informer à 360 degrés sur un sujet business, le marché de l'immobilier commercial et les impacts de la crise économique et sanitaire. Notre objectif est à chaque fois de vous permettre d'entendre les intervenants les plus experts de chaque matière. Alors pour parler immobilier commercial, nous avons donc réuni 3 grands experts français du sujet. Tout d'abord, Magali Marton, vous êtes directrice du département recherche pour la France au sein de Cushman & Wakefield, un leader mondial de l'immobilier commercial. Bonjour. Bonjour. Thierry Laborderie, vous êtes international partner en charge des grands comptes au sein de Cushman & Wakefield. Bonjour. Bonjour. Et également, maître Jean-Pierre Blatter, vous êtes la référence en droit immobilier et en particulier en ce qui concerne le droit du bail commercial et vous êtes l'auteur du traité des baux commerciaux. Bonjour. J'invite les participants à poser toutes vos questions dans le chat de la réunion Teams. Je vous propose donc de commencer tout de suite en écoutant le point de vue des experts de Cushman & Wakefield. Alors, qu'est-ce qui occupe aujourd'hui les acteurs du marché de l'immobilier commercial? Quelles sont les tendances? Magali Marton, Thierry Laborderie. On vous écoute. Merci Juliette. Alors, qu'est-ce qui occupe les acteurs du marché de l'immobilier? Eh bien d'abord, sûrement une prise sur une réalité compliquée pour l'année 2020. Avant de commencer à regarder ces tendances, il faut peut-être avoir en tête un certain nombre d'éléments de chiffrage justement sur la réalité de ce marché immobilier. Sur la partie du tertiaire, on estime qu'on parle d'un parc de 180 millions de mètres carrés, à peu près un tiers localisé en Île-de-France, qui est le grand marché de référence. Sur ce marché, un parc plutôt vieillissant, il a plus de 30 ans, donc on commence à percevoir peut-être un sujet de qualité sur cet immobilier. Un parc qui va se renouveler à hauteur de 1 à 2 millions de mètres carrés par an, et puis un marché qui aura, au cours de l'année 2020, connu des reculs très importants de ce qu'on appelle la demande placée, c'est-à-dire la consommation de bureaux, qu'elle soit faite via un bail commercial, une location ou une acquisition de locaux. Dans le même temps, on a une offre qui n'a cessé d'augmenter, donc là où la demande baisse de 50%, l'offre augmente pratiquement de 40%, à peu près 4 millions de mètres carrés aujourd'hui disponibles. Et puis une réalité de marché qui est cristallisée sur la location par des valeurs locatives, alors qu'on appelle faciales puisque c'est celles qui sont affichées par le propriétaire, et une amplitude énorme puisqu'on va aller de 150 à plus de 800 voire 900 euros quand on est sur le marché de l'Île-de-France et Paris, et qu'on va être entre 100 et 300 euros quand on est en région. Donc ça, c'est pour poser le cadre de ce qui s'est passé, en tout cas des grands indicateurs de ce marché. Si on regarde maintenant la façon dont cette demande placée a évolué, alors le graphique est assez éloquent dans le côté cyclique du marché, on voit cette courbe qui ondule et on voit surtout en 2020 une baisse très importante puisque c'est un niveau historiquement bas. On a placé moins de entre 1,3 million et 1,4 million de mètres carrés, sachant qu'on oscillait entre 2,5 millions, 2,6 millions il y a encore 2 ou 3 ans. Nos perspectives pour l'année 2021 et 2022 laissent à penser que le marché va se rétablir, mais de façon très très graduelle, entre 1,3 million, 1,5 million en 2021, peut-être 1,7, 2 millions en 2022. Alors bien évidemment, exercice de projection très difficile, corrélé à la reprise de l'économie, de la croissance, et puis surtout aussi traversé par des courants dont Thierry nous parlera en termes d'organisation du travail qui vont impacter la demande. Donc d'un côté, on a consommé moins de mètres carrés, mais dans un marché globalement très empêché dans son activité. Un redressement qui va se faire par paliers successifs en 2021 et en 2022. Et puis, de l'autre côté, une offre qui est importante. Alors, il y a ce qu'on appelle le taux de vacances, qui est le rapport entre les surfaces vacantes et la taille du parc. 6,4%, c'est le taux de vacances moyen en Île-de-France, mais avec une amplitude très très grande
selon les micro-marchés. Le marché des bureaux, c'est un marché de dynamique par micro-marché et on va se retrouver entre des secteurs. Alors Paris, quartier central des affaires, qui est le secteur historique du marché francilien, 3,5 en taux de vacances. Et puis la Défense, sa périphérie, qui est plutôt autour de 11 et 18%. Donc, dans cette configuration-là, on se rend bien compte que la relation entre le bailleur et le locataire, selon que vous êtes dans un marché très tendu, où vous avez peu d'offres, on peut se dire que le locataire a une position de force. Là où le locataire va avoir beaucoup de choix, où le taux de vacances va être très élevé, il aura sûrement une plus grande latitude en termes de négociation. Nos projections montrent qu'on va avoir un accroissement de la vacance, mais qui va finalement consolider les grands équilibres qu'on a vus en 2020. Un marché relativement tendu sur grosso modo la capitale, quelques secteurs de périphérie et puis globalement sur d'autres secteurs, celles que vous voyez, enfin les secteurs qui sont coloriés en rouge sur cette diapositive, que ce soit la Défense, la périphérie, toute la partie nord, où là on va se retrouver dans un marché où le taux de vacances va être très élevé, avec la conséquence qu'on peut imaginer, alors sur les valeurs locatives. Donc, encore une fois, difficile d'avoir aujourd'hui une lecture très précise de ce que pourrait être cette trajectoire de valeur locative. Mais grosso modo, plutôt des secteurs sous surveillance où on se dit que le jeu naturel du rapport entre l'offre et la demande va sûrement amener les valeurs à se corriger. C'est le cas de la partie sud, la partie nord, donc Saint-Denis, Saint-Ouen, voilà, plutôt la partie sud, Boulogne, ici les Moulineaux et peut-être aussi Montrouge. Et puis des secteurs où il nous semble que le mouvement de baisse est déjà amorcé. C'est globalement le cas de la Défense et de sa périphérie, pour faire très court. Alors, moi je vais intervenir en effet sur l'impact du télétravail. Oui. Car très concrètement, depuis déjà quelques années, l'immobilier d'entreprise a été déjà un peu bouleversé. Structurellement, bouleversé par une organisation des espaces différente, par la montée également du télétravail, qui est apparu une alternative importante au bureau et qui était souhaitée d'ailleurs par certaines catégories de salariés. Les entreprises ont commencé à jouer le jeu et donc il y avait déjà une très légère modification structurelle de l'organisation des espaces du travail. Et puis, la crise sanitaire est arrivée, et là, ça a été un accélérateur de particules absolument incroyable. Incroyable parce que du jour au lendemain, toutes les entreprises se sont dites, on a des obligations aujourd'hui qui sont sanitaires, on va tester le télétravail en interne, on va voir comment cela se présente et quelles sont les réactions de nos salariés par rapport à ce sujet-là. Ils ont donc commencé, les entreprises ont donc commencé à dialoguer avec leurs salariés pour multiplier les expériences de télétravail qui, par ailleurs, étaient souhaitées par le gouvernement. Et là, on s'est dit, il va y avoir une modification qui ne va pas être conjoncturelle, mais une augmentation de la phase de transformation structurelle qui était déjà dans les starting blocks. Et en fait, on a constaté que ce télétravail était une alternative séduisante, en termes, je dirais, d'occupation des espaces, et puis elle pouvait en effet permettre l'amélioration des espaces des entreprises vers des aspects beaucoup plus serviciels, mais que les salariés, et notamment les jeunes salariés, souhaitaient conserver un contact avec l'entreprise. Un contact avec l'entreprise parce que l'entreprise, c'est fédérateur, ça permet également par définition d'échanger, de multiplier les contacts qui sont nécessaires justement en période de crise sanitaire. Et donc on est arrivé à ce paradoxe. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Magali, est-ce que tu peux intervenir sur l'impact du télétravail aussi ? Alors, certains éléments, il y a eu énormément d'enquêtes qui ont été réalisées sur la façon dont les entreprises allaient finalement traiter cette question du télétravail. Et l'idée était, en tout cas pour notre part, via une enquête qu'on a réalisée cet automne, donc on était entre les deux périodes de confinement, entre le premier et le deuxième, et donc de dire finalement de quelle façon vous vous projetez après crise sanitaire. Donc on tourne cette page-là, et finalement, que reste-t-il de cette expérience de télétravail pendant la crise sanitaire ? Les résultats ne sont pas surprenants.
on a une sorte de convergence vers un mode d'organisation du travail où les entreprises pourraient accorder ce droit de télétravail à hauteur de 2 ou 3 jours par semaine. Ce qui, du coup, va complètement changer la proposition qui sera faite aux salariés à partir du moment où il reviendra dans l'immeuble de bureau. Il ne s'agit plus un bureau attitré, il sera en... Alors oui, là vous allez encore un tout petit peu plus loin. Ce qu'on voulait déjà mettre en évidence, c'est le fait de dire à partir du moment où je vais passer autant de temps au bureau que chez moi, quand je vais au bureau, je n'entends pas faire la même chose que ce que je peux faire de façon plus confortable quand je suis à la maison. Du coup, la promesse du bureau, de l'instant que vous allez partager. Thierry a parlé sociabilisation, contact, peut-être aussi accès à des outils technologiques plus évolués. Du coup, ça change aussi la proposition, le positionnement de l'immeuble tertiaire. Vaste sujet. Le parc se renouvelle de façon très faible. Il va donc falloir travailler sur l'existant et ça va forcément avoir un impact sur la demande des entreprises. Un autre élément peut-être aussi à partager avec l'auditoire, les bureaux généralement sont inoccupés à hauteur de 60%, statistique avant crise. Donc si maintenant on intègre 2 à 3 jours de télétravail, là ça, effectivement encore plus de vide. Et donc pourquoi l'entreprise aujourd'hui qui a une trésorerie contenue, qui doit faire attention à ses capitaux, va continuer finalement à dépenser pour du vide, ou en tout cas plus de vide que ce qu'on avait par le passé. Un premier élément de réponse, dans la façon dont les entreprises, et ça c'est le travail de Thierry, arrivent à formaliser leurs besoins de mètres carrés, on a plutôt aujourd'hui une réduction entre 10 à 20% des surfaces. Ratio qui méritera d'être confirmé. Et vous avez lancé le mot de flex office, qui est maintenant la deuxième peut-être articulation à développer, puisque finalement on a besoin de moins de mètres carrés. Pourquoi est-ce qu'on ne partage pas l'espace? Et du coup, là, phénomène encore de réduction. Tu as raison de le dire, Magali. Le paradigme aujourd'hui de l'espace de travail change considérablement. Les effets de la crise, on en a parlé, la crise sanitaire. On est aussi dans une période de crise économique. Il ne faut pas l'oublier parce que je crois qu'on a bien en tête ce qui se passe sur le plan sanitaire et je pense qu'on n'a pas encore complètement aperçu ce qui va se passer sur le plan économique et social. Sur le plan économique et social, on va certainement avoir quelques vagues de licenciements importants et également, on voit bien que les entreprises changent également très fortement leur vision de l'implantation dans le siège, avec des volontés fortes de rationalisation qui demeurent quand même un élément essentiel des transferts, la rationalisation des coûts. L'importance également de retenir les talents, déjà d'engager des talents et ensuite de pouvoir les retenir, c'est crucial pour la démarche future de développement des entreprises. Et puis la volonté de faire du siège un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu très dynamique et pas uniquement un lieu qui était auparavant perçu comme un lieu, je dirais, d'accueil des salariés, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on veut que le siège ait une forme dynamique de bien-être pour les salariés. Et donc, on voit bien aujourd'hui que la volonté de développer des services, de créer des espaces nouveaux, des espaces multidimensionnels. Aujourd'hui, on fait de gros efforts sur le digital. Le digital est au cœur des préoccupations des entreprises et des concepteurs d'immeubles de bureaux. On se développe de plus en plus sur ces aspects-là. On crée des espaces de réunion, des espaces de convivialité. Bref, on fait tout ce qu'il faut pour retenir le salarié, mais dans des environnements qui, dans tous les cas, et tu as raison de le souligner, vont vraisemblablement perdre de 10 à 20% de surface par rapport à ce qui existait auparavant. Donc l'objectif majeur, on l'a vu, c'est de réenchanter le bureau. Je ne dis pas que le bureau avait perdu sa notoriété, mais le bureau était considéré comme le lieu où on se rend pour finalement faire ce qu'on a à faire 8 heures par jour. C'est plus du tout ça. C'est-à-dire que certains ont estimé que le bureau pouvait s'analyser comme, je dirais, un prolongement naturel de son chez-soi, comme l'endroit où on se rencontre. Et aujourd'hui, le bureau est également considéré comme un lieu où on peut venir plus tard et partir plus tard. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des horaires qui étaient plutôt normés.
des modes de fonctionnement qui étaient plutôt normés. À une certaine époque, les bureaux, c'était pour les cadres 15-20 mètres carrés, par exemple, d'espace cloisonné. Pour les non-cadres, temps, c'est complètement fini. Après, on est passé à du tout open space pour faire justement des économies où les patrons acceptaient parfois de se mettre en open space avec leurs salariés. Je pense que cette formule n'est plus aujourd'hui la formule qui est idéalement requise compte tenu de la crise sanitaire. On va vraisemblablement être dans des environnements qui seront hybrides, avec des espaces communs de 8-10 postes, beaucoup d'espaces de réunion pour pouvoir s'isoler pour travailler, et beaucoup d'éléments serviciels pour retenir le salarié sur l'espace de bureau. Donc ces éléments-là, aujourd'hui, sont des éléments qui sont acquis. On parle d'un réenchantement de l'espace de bureau, et ce mot-là, je trouve, est très important parce que ça qualifie parfaitement la dynamique des nouveaux concepts de travail. Merci à vous deux. Nous répondrons aux questions des participants juste après. Nous allons maintenant, pour avoir une vision complète, écouter Maître Jean-Pierre Blatter. Aujourd'hui, dans la tourmente actuelle, avec cette crise qui dure, qu'est-ce qui occupe les bailleurs et les locataires? Les problèmes de loyer, mais pas seulement, j'imagine? Mais pas seulement. Alors, nos amis Magali et Thierry ont fait de la prospective, et je vais vous faire de la rétrospective. Faire de la rétrospective parce que nous arrivons à 1 an de période d'urgence sanitaire, et on peut donc faire un bilan de ce qui s'est passé, tant sur le plan législatif que sur le plan jurisprudentiel, depuis la première loi d'urgence sanitaire, le 23 mars 2020, et depuis l'adresse aux Français du président de la République du 16 mars. Alors, en ma qualité de juriste et d'avocat, je vois essentiellement le pathologique des dossiers, les affaires dans lesquelles les parties ne se sont pas arrangées, mais il faut savoir quand même que notre premier travail, c'est précisément d'essayer de trouver des solutions amiables dans ce genre de choses, au regard de la situation extrêmement complexe qui est née de cette urgence sanitaire, des déclarations du président de la République dont je vous reparlerai dans un instant, et pour éviter l'aléa des solutions judiciaires, nous avons tous recommandé aux propriétaires d'un côté, aux locataires de l'autre, de trouver des solutions amiables. Alors ces solutions amiables, il y a beaucoup de propriétaires qui les ont proposées spontanément. Je pense à la compagnie de Salzbourg, qui a été la première à annoncer qu'elle allait cesser de réclamer les loyers à ses locataires. D'autres ont suivi. Et puis, on a eu également quelques locataires particulièrement tumultueux, disons, et qui ont annoncé dès le 17 mars qu'ils ne paieraient plus du tout leur loyer, alors que c'était des entreprises qui n'étaient pas spécialement en difficulté, mais qui pouvaient le devenir. Et puis, le gouvernement a tout de même beaucoup encouragé ces solutions transactionnelles en nommant Madame Jeanne-Marie Prost médiateur pour arriver à aboutir à la rédaction d'une charte de bonne conduite entre les propriétaires et les locataires, qui a abouti à la rédaction d'un texte qui n'a pas été signé par tout le monde, qui date du 3 juin 2020, qui incitait essentiellement à reporter au 30 septembre 2020 l'exigibilité des loyers des mois de mars, avril et mai, et éventuellement à accorder des franchises qui pouvaient aller jusqu'à 50% de ces loyers reportés. Et sur le plan amiable, en ce qui concerne les dossiers que nous avons pu traiter, nous sommes aperçus que la proposition faite par les propriétaires d'une remise complète d'1 mois de loyer sur la période mars, avril, mai était satisfaisante, et nous avons signé beaucoup d'accords qui ont entériné ce genre de choses. Mais sur le plan judiciaire, il y a 3 idées. Payer, renégocier et quitter. Payer, pourquoi? Parce que les bailleurs attendent leur loyer et les locataires espèrent ne pas les payer. Renégocier, y a-t-il dans le statut des baux commerciaux ou dans le droit commun les moyens de le faire? Et quitter, en désespoir de cause, comment le locataire va-t-il pouvoir abandonner les locaux et faire cesser son obligation de payer les loyers? Voilà donc les
3 idées que je voudrais développer. Vous m'interrogerez si l'un de mes thèmes est trop long ou si notre temps est expiré. Alors, payer tout d'abord, payer au regard de ce que j'appellerais le droit spécial du Covid par rapport au droit commun. Le droit spécial du Covid, il est né avec la loi d'urgence sanitaire, mais il est né également avec l'adresse aux Français du président de la République du 16 mars, et je crois qu'il y a eu un malentendu. Et en contrepoint de ce malentendu, il faudrait qu'il y ait un bien lu. Car lorsque le président de la République a annoncé « les loyers devront être suspendus », la presse s'en est emparée, les locataires s'en sont emparés, mais personne n'a écouté ce qu'il avait dit avant. Il parlait des entreprises et il disait « pour les plus petites d'entre elles, et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales, les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers devront être suspendus. » Mais on a retenu que la dernière phrase, les loyers devront être suspendus. Alors tous les locataires ont dit, eh bien, je ne paye plus les loyers. De fait, à la suite de cette loi du 23 mars, il y a eu 2 ordonnances, une multitude d'ordonnances qui ont été prises le 25 mars, notamment l'ordonnance qui porte le numéro 306, l'ordonnance qui porte le numéro 316, et de cette dispense de paiement des loyers, qui n'a existé que dans l'esprit de certains journalistes et de certains locataires, est résulté tout simplement l'interdiction de mesures coercitives à l'encontre des locataires. On a interdit la mise en œuvre des clauses résolutoires, la mise en œuvre des garanties, la mise en œuvre des pénalités, etc. Mais il n'a jamais été, à aucun moment, envisagé de dispenser les locataires du paiement des loyers. Et sur ce point-là, nous avons une jurisprudence qui est en train de se construire et qui est très claire. Les mesures prises par le gouvernement, les dispositions du droit spécial du Covid ne dispensent pas les locataires du paiement des loyers. Sur le plan du droit commun, dès le début de la période d'urgence sanitaire, il y a eu 3 moyens qui ont été développés par les auteurs, par les avocats, par les universitaires, qui sont tirés de la force majeure, l'article 1218 du Code civil, l'exception d'inexécution. Tu n'as pas exécuté ton obligation de me délivrer la chose louée, donc je ne te paye pas mon loyer, l'article 1219 du Code civil, et un professeur de Lille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas Dissot, a lancé l'idée de la perte partielle de la chose louée, article 1722 du Code civil. Puisque je n'ai pas la possibilité d'exploiter mes locaux, c'est comme si la chose était perdue. Eh bien, ces 3 moyens ont bien prospéré devant les juges des référés. Devant les juges des référés qui ne statuent pas au fond, qui rendent que des décisions fondées sur l'évidence. Mais dans tous les cas où on est allé voir le juge des référés pour lui demander de condamner au paiement par provision ou de constater l'acquisition de la clause résolutoire, les juges des référés ont dit « Ah, on me soutient la force majeure, contestation sérieuse, on me soutient l'exception d'inexécution, contestation sérieuse, et on me dit que la chose a disparu partiellement, contestation sérieuse, allez voir le juge du fond. » Et cela étant, il y a un certain nombre de décisions qui ont été rendues en référé et en appel de référé, mais qui n'ont pas non plus d'autorité de chose jugée au principal, au fond. On a une décision de Grenoble du 5 novembre 2020 qui dit pas du tout les loyers sont dus, et on a une toute récente décision de la Cour d'appel d'Orion du 2 mars 2021 qui dit il n'y a pas de force majeure, il n'y a pas d'exception d'inexécution de la part du bailleur qui de surcroît était de bonne foi, et par conséquent je vais condamner au paiement. Alors ces décisions de référé qui ont constaté la contestation sérieuse, et effectivement, il ne pouvait pas faire autrement parce que le juge des référés ne peut pas statuer sur la force majeure, qui implique un examen au fond, ne peut pas statuer sur l'exception d'inexécution, et encore moins sur la perte partielle de la chose. Eh bien, on s'aperçoit que
elles sont relativement contredites maintenant par les décisions rendues au fond, car on commence à en avoir. On commence à avoir des décisions des tribunaux judiciaires, il y en a quelques-unes qui ont été rendues par les tribunaux de commerce, et il y en a également qui ont été rendues par les cours d'appel. La Cour de cassation, il faudra attendre peut-être l'année prochaine avant d'avoir un arrêt qui nous répondra, mais comme les magistrats sont toujours économes de mots, lorsqu'on va leur présenter un dossier dans lequel on va soutenir la force majeure, l'exception d'inexécution et la perte partielle de la chose, à partir du moment où ils auront répondu négativement à l'un des moyens, ils diront il n'y a pas lieu de statuer sur les autres. Et par conséquent, on n'aura vraisemblablement jamais de décision. Il faudra les assembler pour trouver une réponse globale, mais on n'aura pas une décision de justice qui nous dira il n'y a pas de force majeure, il n'y a pas d'exception d'inexécution et il n'y a pas de perte partielle de la chose. Cela étant, aujourd'hui, on a un jugement, et il est très important, un jugement qui a fait l'objet d'un communiqué de la part du tribunal, de la présidence du tribunal, un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2021. Vous voyez que je vous livre des choses de grande actualité et qui sont parfaitement récentes. En ce qui concerne l'exception d'inexécution, le tribunal dit l'obligation de délivrance de la chose louée, parce que le locataire disait, puisque mon local se voit interdit d'accueillir du public, vous ne me délivrez pas la chose en état de servir à l'usage auquel elle est destinée, c'est-à-dire faire du commerce. Eh bien, le tribunal répond, cette obligation de délivrance n'a pas pour effet d'obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel s'exerce son activité. Autrement dit, je ne me suis pas engagé à vous garantir que vous aurez des clients, et je ne me suis pas engagé à vous garantir que la loi n'allait pas changer. Et puis, nous avons 2 arrêts également qui ont été rendus par la Cour d'appel de Paris, statuant au fond, le 3 février, 2 arrêts, le débiteur ne peut s'exonérer de tout paiement en invoquant un cas de force majeure s'agissant d'une obligation contractuelle de somme d'argent. C'est fondé sur une vieille jurisprudence qui dit que tant qu'il y a de la monnaie, tant qu'il y a de l'argent, eh bien, il n'y a pas de force majeure qui empêche de l'exécuter. Voilà pour la première partie, payer. Renégocier. Est-ce que l'on trouve dans le statut ou dans le droit commun, puisque dans le droit spécial du Covid, on ne trouvera rien, est-ce qu'on trouve dans le droit commun, c'est-à-dire le statut des baux commerciaux, ou le Code civil, la possibilité pour le locataire de renégocier son loyer, hors les cas que j'ai évoqués de négociations amiables, qui sont évidemment les meilleures hypothèses. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la révision dite triennale, qui est la révision légale de l'article L145-38 du Code de commerce, mais qui ne peut se faire que lorsque le loyer est applicable depuis plus de 3 ans, donc il faut tomber à la bonne période. Et puis, il faut surtout que les conditions soient réunies, modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, intervenus au cours des 3 années précédentes, entraînant par elle-même une baisse de la valeur locative de plus de 10%. Alors, des baisses de valeur locative de plus de 10%, peut-être, en aurons-nous, ça dépend où. Certains experts évoquent des variations de plus de 30%, mais où est la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ? On pourrait imaginer une rue, prenez la rue du Faubourg Saint-Honoré, prenez la rue Saint-Honoré ou prenez l'avenue Montaigne, où il resterait une boutique et toutes les autres alentours seraient définitivement fermées. Là, on pourrait penser qu'il y a une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité qui entraînerait la possibilité de solliciter la fixation du loyer à la valeur locative. Et puis, il y a également une autre possibilité qui, elle, n'implique pas de conditions, qui est simplement, à la condition qu'on soit à la bonne période, pour le locataire de solliciter le renouvellement de son bail. Soit parce qu'on est arrivé au terme, soit parce qu'on est en cours de tacite prolongation, auquel cas il faut faire une demande de renouvellement, et là, le principe, ça va être la fixation du loyer à la valeur locative. Si elle est en baisse, eh bien, le loyer sera baissé, comme on le voit très fréquemment actuellement. Voilà en ce qui concerne le statut des baux commerciaux. Et puis alors, dans le Code civil, nous avons, depuis la réforme du droit des obligations par l'ordonnance du 10 février
2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'introduction de la fameuse règle de l'imprévision. C'est l'article 1195 du Code civil qui dit que lorsqu'il y a un changement imprévisible de circonstances, les parties ont la possibilité de renégocier les conditions du contrat et à défaut de renégociation amiable, de saisir le juge qui peut ordonner la renégociation, modifier les conditions ou prononcer la résiliation du contrat. La crise sanitaire entre dans ce cas de figure? Eh bien, oui, peut-être, à la condition, premièrement, que le bail ait été signé après le 1er octobre 2016, il y en a, mais deuxièmement, comme l'article 1195 n'est pas un article d'ordre public, tous les bailleurs ont imposé dans leur baux l'exclusion de l'article 1195 du Code civil. Je dis tous les bailleurs, ou en tout cas à 99%, on a écarté les dispositions de l'article 1195 du Code civil. Par conséquent, il n'y a pas de solution de ce côté-là. Et puis, quitter. C'est l'ultime solution, c'est le désespoir de cause pour le locataire dont la situation serait totalement irréversible. Comment ce locataire peut-il faire pour se décharger de son contrat et se libérer de l'obligation de payer des loyers qu'il n'a pas réussi à faire modifier, qu'il n'a pas réussi à renégocier? Eh bien, là, dans le droit commun, je n'ai rien, si ce n'est l'article 1103, qui est l'ancien article 1134 du Code civil, qui dit que les contrats font la loi des parties, donc il faut exécuter le contrat, et on n'a pas la possibilité d'y mettre fin avant son terme. Certains ont essayé de se prévaloir d'un article qui est l'article 1226, qui dit que le créancier peut à ses risques et périls résoudre, c'est-à-dire résilier le contrat par voie de notification, mais à la condition d'avoir d'abord adressé à son bailleur une mise en demeure d'avoir respecté son engagement. Mais son engagement de quoi? De délivrer la chose. Oui, comme on a vu que la jurisprudence disait que le bailleur n'est pas responsable de cette situation et qui n'a pas manqué à sa délivrance de la chose. Oui, je pense que cet article 1226 ne peut pas jouer. Donc il ne reste que les règles du statut des baux commerciaux. Et là encore, il faut être à la bonne période. Le locataire a évidemment la possibilité de donner congé à la fin de son bail si cette fin est proche et à la condition de respecter un préavis de 6 mois. Donc aujourd'hui, on pourrait, à la condition de le faire avant, après-demain, donner congé pour le 30 septembre, puisqu'il faut respecter, quand on est en période de tacite prolongation, un préavis de 6 mois, sinon il faut le faire pour le terme. On peut le faire également pour les échéances triennales, à la condition également d'arriver à une échéance triennale et de donner congé avec un préavis de 6 mois. Et puis, pour ceux qui seraient en procédure de renouvellement de leur bail, imaginez un bail qui serait venu en renouvellement au 1er janvier 2019, au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, il n'y aurait pas eu d'accord sur les modalités de fixation du loyer, on aurait saisi le juge, on serait en cours de procédure. Il existe un article formidable pour ça, qui est l'article L145-57, qu'on appelle celui du droit d'option, qui permet au locataire de dire, eh bien, je ne veux pas de ce renouvellement et je quitte les lieux. Et là, il quitte les lieux sans aucun préavis et sans avoir quoi que ce soit, ni à recevoir, bien évidemment, puisque c'est lui qui prend l'initiative de quitter les lieux, ni avoir à payer à son propriétaire autre chose qu'une indemnité d'occupation entre la période du début du renouvellement du bail, 1er janvier 2020 par exemple, et la date à laquelle il va quitter les lieux, qui est une indemnité d'occupation et qui n'est plus du loyer. Voilà comment se situe actuellement la situation de cette période d'urgence sanitaire. Merci, Maître Blatter, de nous avoir éclairé de votre savoir. Magali Marton, Thierry Laborderie, vous souhaitez réagir avant qu'on passe aux questions ? Il est clair que toutes ces questions sont très sensibles et vous avez raison, dans le rétrospectif, on voit bien que la crise sanitaire a un peu bouleversé les esprits et qu'en fait, l'arsenal juridique n'est pas tout à fait en phase avec cette crise qui est une crise
conjoncturelle et que les modalités de renégociation ou de sortie sont pas si évidentes que ça et que, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore la loi entre les parties qui fait foi, en l'occurrence. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a pu écrire, certains de mes confrères l'ont écrit, que le statut des baux commerciaux apparaissait inadapté à ces situations de période de crise. Mais quand il a été conçu par la première loi de 1926 et ensuite le décret de 1953 qui a été codifié après, effectivement, on n'avait pas imaginé une situation de ce genre. L'article 1195 du Code civil sur l'imprévision permettrait de le faire. Mais comme il a été jugé et dit qu'il n'était pas d'ordre public, tout le monde s'est empressé de l'écarter. Exactement. Dans certains cas, j'ai dit aux propriétaires, réfléchissez tout de même avant d'écarter l'article 1195, parce qu'il pourrait y avoir des situations auxquelles je ne pense pas, mais il pourrait y avoir des situations dans lesquelles vous-même, vous pourriez vous prévaloir de l'imprévision à l'égard de votre locataire. La loi vous imposerait des charges absolument extraordinaires que vous n'auriez pas envisagées. Eh bien, vous auriez la possibilité de renégocier le contrat parce que les conditions initiales en auraient changé. Mais je le répète, dans 99% des cas, 1195 a été écarté. Restez avec nous donc pour la première question. On vous écoute en régie. Oui, bonjour. Alors une première question qui s'adresse plutôt aux bailleurs institutionnels, aux entreprises qui ont un parc de bureaux. Tout à l'heure, ça a été évoqué, on a un parc de 180 millions de mètres carrés. Qu'en est-il ? Enfin, qu'est-ce que le Covid ou la Covid-19 a apporté sur deux notions, les facteurs locaux de commercialité et la valeur locative ? Ça a été évoqué rapidement, mais je pense que c'est une question intéressante. Vous avez bien entendu la question ? Oui. Tu me réponds ? Alors, sur la partie valeur locative, j'ai envie de vous dire, tout reste à faire. Pour l'instant, on a plutôt un marché qui s'est bon an mal an tenu. Alors, réduction de la voilure en termes de transactions. Alors, ce qui veut dire aussi, moi j'ai un rôle d'analyse de marché, donc il faut avoir des références, des transactions pour pouvoir dire. Et on en a très peu. Et elles peuvent nous amener à penser des choses qui, contre-intuitivement, ne seraient pas ce qu'on aurait imaginé. Aujourd'hui, si je me base sur ce que l'on a vu du marché, les valeurs locatives vont continuer à augmenter. Première grande surprise, parce qu'on aurait pu imaginer que d'ores et déjà elles baissaient. Alors c'est peut-être ce qui va se passer là en 2021. On a quelques signes avant-coureurs dans le sens où les propriétaires ont commencé à réfléchir le positionnement du loyer, ce qu'on appelle le loyer de présentation, à combien j'ambitionne de louer mes bureaux. Peut-être en intégrant le fait que la demande sera plus faible, que ça va être plus long et que le propriétaire, ce qui l'intéresse lui, c'est de louer au plus vite, au meilleur prix possible, ses surfaces. Donc on commence le plus longtemps possible. Alors après, peut-être une question pour vous, maître, tout à l'heure, en tout cas venant de moi. L'idée de se dire, je réajuste mon loyer, mais parce qu'il était monté très très haut, en particulier à Paris. Et en particulier aussi parce que dans la dynamique de marché qui a été celle des dernières années, on a quand même eu une partie de la demande placée qui a été l'œuvre des acteurs de coworking, qui ont plutôt eu tendance à se positionner sur des produits très qualitatifs, très chers, très vite, et qui ont été finalement les artisans de l'inflation. Et donc le fait qu'ils ne soient plus là, entre guillemets, remet un peu le scope sur des locataires plus traditionnels, en tout cas pas de coworking, et finalement on le voit dans le loyer de présentation, on a plutôt tendance à la baisse. Alors l'ampleur, elle va être effectivement, elle est difficile là aujourd'hui à estimer. On pense que 10% c'est un peu le tarif minimum, et sur des secteurs sur lesquels, je vais parler de la défense parce que c'est quand même un premier quartier d'affaires en Europe, là on se rend bien compte qu'on va peut-être être plutôt à hauteur de, alors toujours compliqué de donner des chiffres, mais 15-20%, mais qui va peut-être être la grande chance de la défense. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que dit Magali, mais à une petite nuance dans le prédictif, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le marché de l'immobilier, c'est un marché comme un autre. C'est-à-dire que c'est souvent le rapport entre l'offre et la demande. Et c'est ça qui permet la fixation des valeurs. Et en l'occurrence, quand on prend sur l'Île-de-France
une baisse d'environ 1 million de mètres carrés d'une année sur l'autre, et que les prévisions pour 2021 ne sont pas encore exceptionnelles, qu'on ne retrouvera que très lentement quand même malgré tout, on peut penser peut-être à partir de 2023, voire au-delà, un niveau qui est un niveau classique de prise à bail sur l'ensemble de l'Île-de-France, on voit bien que la demande est quand même en souffrance. Et si elle est en souffrance, c'est parce que justement il y a ce fameux défaut de visibilité dont vous parliez, de la durée des baux également qui peuvent inquiéter par définition les utilisateurs. Et donc, on peut penser quand même qu'il va y avoir un impact sur les valeurs avec un effet retard. C'est-à-dire que, imaginons par exemple que la crise sanitaire diminue de façon considérable à l'issue des vaccinations. Bon, le défaut de visibilité que nous avons aujourd'hui, par définition, il s'éloigne. C'est-à-dire que naturellement, on va se dire « Ah, on a peut-être des prévisions de reprise de croissance ». Il y a pas mal de macroéconomie aujourd'hui qui est faite et on parle de reprise de croissance à horizon 2022-2023 de manière plus soutenue. Si c'est le cas, eh bien, à partir de ce moment-là, les entreprises auront à nouveau des velléités. Mais il est possible également que la crise sanitaire perdure. On nous dit parfois même qu'elle pourrait durer même plusieurs années, non pas dans les effets dramatiques qu'on connaît aujourd'hui, mais dans la façon qu'on a d'envisager les choses. Et dans ce cas-là, on peut penser en effet qu'il peut y avoir à ce moment-là un défaut de visibilité à nouveau des entreprises par rapport à ces sujets-là, en tout cas pour ce qui concerne les grands transferts, les grandes modifications très structurelles d'organisation des espaces. Et là, il est possible que la demande reste finalement à un niveau en deçà d'une certaine période et que, par effet classique et mécanique, les ajustements se fassent sur les loyers faciaux. Et je termine en disant que la valeur économique aujourd'hui des loyers a quand même très sensiblement diminué avec un niveau d'accompagnement très important des franchises, de l'assistance aux travaux par les propriétaires et les éléments comme ça, qui permettent aux utilisateurs, dans le cadre notamment de baux de longue durée, on y reviendra également, bien évidemment, de diminuer un petit peu l'impact locatif. Voilà. Et juste, Magali Marton, en une phrase, pour comprendre, vous avez dit que ça pourrait être la grande chance de la défense. Pourquoi ? À partir du moment où les valeurs baissent, vous avez du coup plus d'attractivité de ce secteur. Un certain nombre d'entreprises ne peuvent pas se payer de l'immobilier à 400, 500, voire plus euros du mètre carré. Si on se retrouve sur une équation économique où finalement on est plutôt à 300, 400, alors bien évidemment selon la qualité de l'immeuble, sa localisation, vous allez peut-être donner la possibilité à des entreprises d'être implantées dans ce qui est quand même quelque chose de tout à fait unique sur le marché francilien. Et donc du coup, cette année, ce marché qui est un peu en souffrance aujourd'hui pourrait retrouver une forme d'attractivité parce que plus accessible à un plus grand nombre. Je comprends, merci. On a une deuxième question, Régis ? Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Magali. Précisément, est-ce que la crise du Covid a fait que il y a une prise de position des entreprises sur l'immobilier? Est-ce qu'on va changer son siège social? Est-ce qu'on va se déplacer sur des zones géographiques plus intéressantes? Voilà. Est-ce qu'il y a des tendances déjà qui se dégagent après un an de début de cette période difficile? Alors, la réponse plutôt, c'est oui, il y aura des changements. Maintenant, alors, toutes les entreprises qui sont en fait les clients de Thierry, tout le monde a une réflexion sur son immobilier. Ça peut être une réflexion sur mon existant. Est-ce que mon besoin est bien calibré? Est-ce que dans le cadre de ma renégociation, je vais rendre une partie des surfaces? Est-ce que je suis bien localisé? Est-ce que je veux être localisé autre part? Est-ce que finalement je réfléchis aussi à une organisation, une forme d'éclatement? Un petit siège social très qualitatif, des emprises plutôt en périphérie, alors que ce soit périphérie de Paris ou métropole régionale, grande question. Ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ça peut être aussi finalement un panachage. Je recherche une forme de flexibilité. Maître, on parlera peut-être de ce fameux flexi-buy. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est pas la solution? Mais est-ce que, et donc là aujourd'hui, la façon dont les entreprises essaient de résoudre l'équation, c'est de se dire, est-ce que je prends pas alors est-ce que déjà je lis pas mon besoin immobilier au plus juste et je vais aller chercher ma flexibilité chez les acteurs de coworking, par exemple, une forme de panachage? Tout à fait. La tendance quand même, il faut pas se leurrer, la tendance quand même, comme elle est à la rationalisation, il est vraisemblable que les entreprises prendront moins de surface que celles qu'elles quittent. Et ça, c'est d'une évidence absolue.
pour 2 raisons. D'abord parce que, en effet, le mode d'organisation spatiale, comme on l'a vu, change en tout cas. La deuxième chose, c'est que les immeubles sont de plus en plus efficients. Et la troisième chose, c'est qu'il y a le développement du télétravail. Donc, par l'effet combiné de ces 3 choses, il est fort possible que les surfaces requises seront moins importantes que les surfaces lâchées. Une chose est sûre également, c'est que ça peut être un vecteur fort de transfert d'entreprise et que cet élément-là, il sera pris en considération au moment où il y aura en effet le besoin de se réorganiser sur le plan opérationnel pour assumer la croissance. Donc on pense qu'on aura encore de belles années de transactions avec l'effet retard dont je vous ai parlé tout à l'heure et bien évidemment dans un contexte où on serait amené, maître, peut-être à se poser des questions en effet sur la durée des baux. Parce que la vraie difficulté aujourd'hui pour les chefs d'entreprise placés dans une difficulté de visibilité, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de m'engager pour 9 ans ? Comme la Terre ? Eh bien, il y a 2 choses. Il y a un certain nombre de renégociations que je viens de mener pour des entreprises utilisatrices de 9 000 m², 10 000 m², qui, en contrepartie d'une réduction du loyer, ont accepté une durée ferme, allongée. Sans doute parce qu'elles ont la certitude de leur avenir. Et ça, c'est effectivement l'un des curseurs. Vous savez qu'en matière de bail commercial, on a de multiples curseurs sur lesquels on peut jouer, qui sont la durée du bail, qui sont le début de ce contrat, les modalités de révision, etc. Donc on a ce curseur-là qui est pour les bureaux la possibilité d'avoir des durées fermes et au cas particulier, le locataire s'est engagé sur une durée de plus de 9 ans ferme en contrepartie d'une réduction de loyer. En ce qui concerne le flexi-bail, je me souviens que en 2003, quand j'étais membre de la commission qui avait été instituée par le garde des Sceaux, M. Perben, sur la rénovation du statut des baux commerciaux, nous avions fait beaucoup d'auditions et beaucoup d'auditions d'entreprises. Et déjà en 2003, ces grandes entreprises utilisatrices nous disaient le statut des baux commerciaux, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin au contraire de flexibilité. Et je me souviens d'une grande entreprise qui faisait de la téléphonie, qui a disparu aujourd'hui, et qui disait, selon nos projets de recherche, nous pouvons avoir besoin de 500 m² ou de 8000 m², et nous avons en permanence un effet d'accordéon qui fait que la rigidité du statut n'est pas conforme à nos besoins d'exploitation et nous voudrions avoir la possibilité de donner congé à des termes qui sont plus rapprochés que l'échéance triennale, dont on sait en matière de bureau qu'on peut d'ailleurs l'éliminer. Mais il n'est absolument pas impossible en matière de bail de bureau ou tout autre bail commercial de convenir d'échéances plus brèves pour donner congé. On pourrait imaginer que le bailleur accorde au locataire la possibilité de donner congé à chaque échéance annuelle. C'est une chose qui n'est pas interdite par le statut, ça ne se fait pas, et les bailleurs n'y sont effectivement pas très enclins, mais ça n'est pas interdit. On pourrait imaginer la possibilité de rédiger un bail donnant au locataire la possibilité de donner congé, mais donner congé tous les ans avec un préavis de 6 mois, c'est un petit peu compliqué. Et on n'a pas la possibilité, de réduire le préavis de 6 mois, parce que la Cour de cassation nous dit « Ah ça, c'est de l'ordre public, on ne peut pas y toucher ». Mais parfois, on a des préavis qui sont allongés par rapport à la période. Oui. Mais ça ne peut pas être inférieur à 6 mois. Non. Ouais. On a des préavis de 9 mois, on a des préavis de 12 mois. La Cour de cassation a béni cette prolongation des préavis et elle a interdit l'abréviation. Par contre, ce qui pourrait se faire, et en fait, c'est un des éléments du flexi-bail, c'est surtout de la flexi-location, en fait. C'est-à-dire de se dire... Alors, il y a ça, vous avez raison, mais je pensais également à autre chose, à un dispositif qui pourrait consister, pour les propriétaires, par exemple, à considérer que dans un immeuble de grande surface, très grande surface, là où il y a plusieurs possibilités de découpe de l'immeuble sur le plan locatif, c'est de dire, voilà, j'ai un utilisateur aujourd'hui qui a un besoin immédiat, je dirais de 3000 m², par exemple, et qui, en projection de son activité,
se dit, mais mon besoin serait peut-être à 1 an ou 2 ans de 4000 m². Eh bien, c'est de considérer que finalement, il prend un engagement ferme dans le cadre d'un bail classique sur les 3000 m² et que les 1000 m² qui restent, il puisse éventuellement les rendre sous un délai convenu avec une forme particulière de préavis. Enfin voilà. C'est peut-être une des solutions parce que ça permettrait justement de faciliter l'engagement des utilisateurs dans les immeubles de bureaux. Ce n'est peut-être pas impossible. Voilà. Et ce n'est peut-être pas interdit par le statut. Exactement. Voilà, de même qu'il est possible de convenir d'une promesse de 1000 m² supplémentaires. Absolument. Ça, c'est tout à fait possible. On passe à une autre question en régie. Oui, toujours sur l'immobilier tertiaire. La loi Elan qui s'est appliquée en 2018, le décret tertiaire qui a vu son application en octobre 2019, qui avait pour objectif la réduction de la consommation énergétique du parc tertiaire français. On a aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Opéra. Tous les opérateurs doivent renseigner à échéance au plus tard au 30 septembre 2021 les consommations de référence. Est-ce que vous pensez que cette obligation ou ces obligations avec des échéances en 2030, moins 40%, 2040, moins 50% et 2050 à moins 60%, est-ce que vous pensez que, ce calendrier va être impacté ou risque d'être impacté et comment faire côté gestionnaire ou institutionnel de l'immobilier face à cette obligation? Magali Marton? Oui, alors c'est une obligation, donc il n'y a pas le choix de s'y soumettre ou pas. Il faut s'y soumettre. Alors, il y a des échéances, vous l'avez rappelé, en termes de réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Il y a en tout cas une mise en application et d'une certaine façon, on peut souhaiter que le législateur ou l'administration ne recule pas les échéances. Parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, enfin il faut avoir une prise de conscience que l'immobilier a aussi sa part de responsabilité à prendre dans des thèmes de développement durable. C'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans le dialogue qu'on a avec les entreprises utilisatrices. C'est que finalement aussi, mettons entre parenthèses la crise sanitaire, Thierry l'a évoqué dans son premier propos, on va se retrouver après sur des préoccupations des entreprises dans le dur. Captation des talents, rétention des talents, digitalisation qui met la pression sur certains profils. Ça veut donc dire que tous ces thèmes de bien-être, de RSE, investissement, alors investissement socialement responsable, là on est du côté du propriétaire, RSE on va être du côté de l'utilisateur, mais finalement qui interroge aussi le lien que vous avez, vous Juliette, à l'endroit où vous travaillez, de ne pas être dans cette position un peu schizophrène où vous seriez irréprochable dans votre sphère privée et puis professionnellement parlant, vous travaillez dans un immeuble complètement énergivore. Donc oui, alors ce cadre, il est contraignant, il va coûter de l'argent, ça c'est évident. Voyons comment le législateur va pouvoir accompagner, mais on ne peut pas s'y soustraire et d'une certaine façon, il va falloir faire avec parce que ça peut être aussi un terrible argument finalement de captation et de rétention du capital humain des entreprises. Il y a vraiment une réconciliation à faire. Ça peut être dans la douleur, mais il faudra bien le faire, quoi qu'il en soit. Dans tous les cas, j'y vois une vertu, hormis l'intérêt que ça peut représenter pour la collectivité. Je pense qu'on peut considérer que ça va être un formidable booster pour la création d'œuvres de bureaux, avec aujourd'hui des promoteurs qui sont extrêmement sensibilisés sur ces sujets-là et qui proposent des immeubles qui sont de plus en plus performants et qui sont certainement en mesure de relever ces défis. On peut penser quand même que c'est ambition, parce que c'est à marche forcée, on voit bien 60%, certes avec un délai, mais il faut quand même se donner les moyens d'y arriver. Ça va accélérer l'obsolescence de certains immeubles, et ça, il faudra se poser la question du réemploi également le moment venu. Mais surtout, je pense que c'est un formidable vecteur d'amélioration prévisionnelle de la qualité des bureaux. Et pour nous, donc, ça a un impact très positif parce que ça va favoriser la transaction et donc le mouvement sur beaucoup d'immeubles. Il faut considérer ça plutôt avec optimisme et bienveillance.
Et puis se dire le moment venu que de toute façon on est dans un mouvement qui est absolument inéluctable. Ça va améliorer certainement également l'organisation spatiale des immeubles, ça va améliorer certainement les pratiques RSE des entreprises, et c'est un gain très important pour les entreprises également, parce que ça va avoir un impact fort sur d'abord leur notation auprès des agences de notation, qui ne vont pas louper de sanctionner les entreprises qui ne joueront pas le jeu. Et en plus, il a été remarqué, et ça c'est vrai, c'est un vrai sujet, les jeunes pousses et les jeunes diplômés qui s'intéressent aux entreprises s'intéressent surtout aux entreprises qui ont justement cette approche environnementale très forte. Donc la boucle est bouclée sur ce plan-là. Voilà. Une nouvelle question, Régis. Oui, Jean-Pierre Blatter, vous aviez évoqué dans votre présentation qu'en cas de situation de difficulté, qu'il fallait aller à la négociation ou à la renégociation. Les entreprises, pour certaines d'entre elles, ont des difficultés de trésorerie, ont un problème de chiffre d'affaires. Ils ont l'épée de Damoclès, elles ont, une épée de Damoclès qui peut être le redressement, voire la liquidation. Que conseilleriez-vous aux preneurs lorsque les négociations sont bloquées? Est-ce qu'il faut prendre l'initiative d'aller au contentieux, et si oui, en référer au fond? C'est une question difficile, mais que certains peuvent se poser. Alors, sûrement pas le contentieux de la part du locataire, parce que, à mon avis, il n'y a rien à en tirer. Et la seule chose qui peut être envisagée, c'est de se défendre à l'égard du propriétaire une fois qu'il aura assigné pour demander la condamnation au paiement ou faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. S'il vient en référé, on soulèvera la contestation sérieuse. En revanche, il y a une chose qui est souvent oubliée, c'est de se tourner du côté du Code de commerce et des procédures relatives aux difficultés des entreprises. Il y a, dans les différentes ordonnances Covid, une ordonnance qui doit porter le numéro 396, 2020-396, qui doit dater du mois de mai 2020, en matière de conciliation. Et il est tout à fait possible, en faisant un dossier suffisamment conséquent, de solliciter du président du tribunal de commerce la désignation d'un conciliateur, et à la différence du temps d'avant, le conciliateur qui est désigné en application de cette ordonnance 396 a la possibilité de demander au tribunal de prononcer l'inexigibilité des loyers pendant un certain temps, ce qui va permettre à l'entreprise d'avoir suffisamment d'oxygène sans passer ni par la procédure de redressement judiciaire, ni par la procédure, hélas, de liquidation judiciaire, ni même de se mettre en sauvegarde. Alors la sauvegarde, ça sera peut-être la deuxième étape, mais la première étape que l'on peut conseiller et envisager, c'est de faire désigner un conciliateur par le tribunal de commerce, qui est un administrateur judiciaire tel que ceux qui sont désignés en matière de redressement judiciaire, qui va prendre contact avec chaque créancier et qui va négocier avec chaque créancier remise, échelonnement, et qui aura la possibilité, s'il ne parvient pas, de retourner devant le président du tribunal de commerce pour faire déclarer inexigibles les dettes de l'entreprise. Voilà ce à quoi on doit penser dans ce genre de situation, même si ce n'est pas agréable pour un chef d'entreprise de se tourner vers ce livre 6 sur la difficulté des entreprises parce que on est proche du redressement et de la liquidation. On a encore le temps pour une question ? Oui. Que pensez-vous de la situation des boutiques qui se trouvent en rez-de-chaussée du secteur du luxe avec des flagships que l'on va trouver un peu partout dans les centres-villes? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des opérations importantes et des évolutions? Vous l'avez déjà abordé, mais... On parlait de l'avenue Montaigne tout à l'heure. Qui veut répondre du coup?
Bon, je le fais. Oui, Maître, vous l'avez évoqué quand vous avez cité un certain nombre d'artères. Il est évident que, bon, là aujourd'hui, on a une première difficulté. Alors d'abord, globalement, un secteur du commerce, là on sort de la partie bureau, hein, qui a vécu quelques années de troubles. Gilets jaunes, grève des transports. Donc on est déjà sur un secteur d'activité qui était déjà fragilisé. Là, on a, depuis maintenant 1 an, on a alterné fermeture, redéfinition de l'essentiel non essentiel, on rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. Donc une fragilité énorme et sur un certain nombre d'artères, une disparition des touristes qui sont aussi une part importante de clientèle sur un certain nombre d'artères ou de localisations en région. Je refais une petite boucle sur la partie bureau. Le fait aussi qu'on soit sur cette modalité de télétravail fait que finalement on fait moins de courses sur l'heure du déjeuner ou au sortir du bureau. Donc on sent que la zone, en tout cas le chaland est moins là, dépense moins, et bien évidemment on a le sujet du e-commerce. Donc il est clair que la conjoncture du commerce est difficile. On aurait pu livrer quelques chiffres sur pareil, hein, une vacance qui explose, et là bien évidemment un ajustement de la valeur locative. Alors avec peut-être une lecture sur le marché des commerces, mais là le sujet était plutôt sur les pieds d'immeubles et ces fameux flagships. C'est sûr que tant qu'on n'aura pas un retour de l'activité à minima touristique, donc là on est plutôt sur un calendrier 23-24, hein. Donc il faut que ces entreprises continuent à tenir le coup. Alors elles ont aussi énormément progressé sur le digital, parce que du coup c'est une sorte de vente déportée. Oui. Certaines ont fait le click and collect. Exactement, exactement. Donc là il y a une grande inventivité des enseignes, et puis l'idée aussi qu'elles vont, de la même façon que les entreprises expérimentent le télétravail, et elles expérimentent d'autres façons, peut-être en allant pour certaines d'entre elles se relocaliser dans des centres commerciaux, des retail parks. Le retail park, on nous dit, c'est formidable, c'est le centre commercial à ciel ouvert, donc en termes sanitaires, sûrement mieux. En tout cas, aujourd'hui, des valeurs locatives qui sont moins élevées. Il y a vraiment de la part des enseignes l'idée d'expérimenter. Donc là, il faut réussir à trouver une modalité alors, toutes ne survivront pas, ça c'est à peu près sûr. Après, ça dépend aussi de la stratégie, mais grosso modo, on est plutôt à essayer d'expérimenter les choses, des pop-up stores, et toujours l'idée de se dire, j'ai besoin de tester, voir, et puis confirmer ou pas les choix opérationnels que l'on aura faits. Après, j'ai envie de vous dire, je serais peut-être plus inquiète sur des éléments de commerce. On a vu un certain nombre d'annulations de projets, de grands projets. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faudrait quand même pas qu'on bride l'effort de construction, parce que le parc des commerces, comme celui des bureaux, a besoin de se renouveler, a besoin de monter en qualité, et être trop contraignant sur un certain nombre de sujets qui impactent la construction, c'est peut-être pas la meilleure solution à donner aujourd'hui. Une information, il y a tout de même des entreprises qui sont optimistes. Bien sûr, et heureusement. Il y a des entreprises étrangères de luxe qui sont en train de signer des baux dans des artères prestigieuses de Paris à prix d'or, pour s'y installer. Il est bien possible que Paris reste Paris et que le luxe reste le luxe. Exactement. De toute façon, sur ces deux points-là, il y aura toujours, je pense, une permanence. Une appétence. La seule difficulté, c'est que les boutiques de luxe marchent principalement avec les touristes étrangers, oui, et qu'en ce moment, les frontières sont fermées. Donc il y a une période un petit peu incertaine, qui est difficile à passer. Mais on peut penser également que lorsqu'il y aura de la croissance et du regain d'activité, c'est par également le luxe que celle-ci se fera pour les entreprises françaises. Oui, puis dans le luxe, acheter en ligne, ça fait souvent moins, parce que c'est déjà un voyage d'aller dans une belle boutique exactement. et d'avoir un vrai service client. Exactement, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a le côté
expérientiel. C'est un mot, je ne sais pas si c'est très français, mais qui effectivement est un grand marqueur du luxe, hein, la façon dont vous êtes reçu, accompagné, guidé, et qui est d'une certaine façon. Alors, c'est intéressant de voir comment les codes finalement du commerce et de l'hôtellerie sont en train d'impacter aussi l'espace tertiaire, où on se dit que le collaborateur venant au bureau doit vivre quelque chose. Alors, à nous de déterminer ce que sera ce quelque chose. Et de faire en sorte que ce mouvement, enfin que cette crise qui est quand même absolument, qui a été inattendue et inédite et d'une ampleur incroyable, nous permette d'une certaine façon de sortir par le haut et d'être, c'est l'inventivité finalement de tous les acteurs de la chaîne immobilière, hein, que ce soit les promoteurs, les investisseurs, les conseils, le monde juridique aussi, qui va permettre de trouver ensemble des solutions. Tout le monde s'adapte et pas que dans le monde immobilier. Ah, c'est clair. Une autre question en régie, s'il vous plaît. Alors, une dernière question, en fait, deux items, pardon. Le premier, on l'a abordé, c'est le télétravail, on y vient, et puis le pouvoir législateur, un pouvoir réglementaire est intervenu, les IRP sont également engagés dans ce process. On peut penser aussi que le contrat de travail devra aborder un certain nombre de points, notamment les conditions d'amélioration des conditions pour travailler à domicile, avec toutes les difficultés qu'on peut soulever les journaux et les médias en la matière. Et une dernière point, ça concerne le coworking. On en a parlé également. Est-ce qu'avec un an de recul, on a déjà des tendances, et quel est, selon vous, l'avenir du coworking? Est-ce que ça va monter en flèche ou pas? Merci. Magali, tu souhaites prendre la main? Thierry Laborde. Je viendrai en complément si nécessaire. D'accord. Alors sur le coworking, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je pense que ce sont des acteurs qui vont s'imposer dans le paysage. Ils sont aujourd'hui dans une passe difficile, parce que bien évidemment, il y a eu un moment où les centres étaient... alors, il n'y a pas eu tant de fermetures que ça, finalement. Difficile de vous donner un chiffre, parce que ce n'est pas forcément les plus grands communicants. Mais grosso modo, je pense que sur la durée, ce sont ceux qui peuvent amener de la flexibilité. La sphère même, le paysage du coworking est un paysage beaucoup plus multiple que ce qu'on peut imaginer. Il y a coworking d'un côté, il y a plutôt... espace flexible, c'est peut-être mieux. On devrait d'ailleurs dire plus espace flexible que coworking. Coworking, il y a cet aspect communautaire qui aujourd'hui peut faire peur, parce que pas très envie peut-être d'être à côté de quelqu'un que je connais pas, ou ainsi de suite. Mais il y a toute la sphère des espaces privatifs, et on voit que c'est pas, on sort finalement de la petite TPE qui a besoin de 2 postes ou 3 postes. Ça peut adresser le besoin d'entreprises beaucoup plus importantes qui ont, pour une raison X ou Y, besoin d'avoir les surfaces additionnelles sur des temps très courts. Donc les opérateurs de ces espaces flexibles sont en train vraiment de revoir complètement leurs propositions, voire même de développer des espaces de coworking dans les entreprises elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le corpo working. Des entreprises de coworking qui vont développer en marque blanche aussi. Donc il y a vraiment tout un modèle économique, une proposition servicielle qui est en train d'être revue. Il y a forcément de la concentration qui, à un moment ou un autre, va arriver. Tous les opérateurs ne survivront pas, puisque c'est vraiment une myriade d'opérateurs très très différents. Mais je pense que quand même, sur le long terme, il y a cet aspect très simple pour l'entrée dans les locaux. Alors après, l'équation économique, elle est plus ou moins favorable, mais je pense que ça répond à un besoin de l'entreprise à un instant T. Et je pense que oui, ils sont installés là pour longtemps. Thierry Laborde, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, oui. En matière de coworking, on dira il n'y a pas de mot de la fin. Oui, très concrètement, le coworking est une bonne réponse à ce besoin de flexibilité. Il permet de sortir peut-être d'un cadre juridique bail commercial qui ne correspond pas forcément aux contraintes des entreprises à un instant précis. Quand vous êtes une entreprise qui cherche à ajuster ses services, ses besoins, ajuster éventuellement, en effet, parce qu'il va fusionner avec une autre entreprise, une future localisation. Ce sont des éléments qui sont importants et qui concourent en effet à la dynamique de marché.
Après, savoir si le coworking peut supplanter le siège, puisqu'à un moment, on s'est souvent posé cette question-là. Pour moi, je considère, et je pense que c'est partagé par Magali et peut-être par vous, Maître aussi, c'est que l'entreprise dans sa permanence, c'est quand même quelque chose d'important. Le coworking est une solution transitoire qui convient bien et qui peut venir en complément de la prise à bail classique. Donc oui, je pense que le coworking est une réponse très importante, je dirais, à la difficulté en tout cas à laquelle nous sommes confrontés. Parce que très concrètement, il y a beaucoup d'entreprises, et nous-mêmes nous avons fait ce choix-là d'ailleurs pour notre future implantation. Il se trouve que Cushman va changer d'implantation et que cela a été acté au niveau de la présidence, ce sujet, il y a très récemment. Et que pour justement permettre cette jonction entre notre ancienne et nouvelle implantation et permettre de juguler peut-être les différences d'échéance entre les baux, ben justement, nous faisons nous-mêmes appel au coworking. Je dirais plutôt peut-être au tiers-lieu. Enfin, je sais pas, on peut réfléchir à des mots un peu différents. Pourquoi toujours des anglicismes? Mais en tout cas, on a choisi cela et je trouve que c'est tout à fait utile et nécessaire. Donc, vive le coworking lorsqu'il est un supplément, je dirais, pour l'activité de marché. Oui, lorsqu'il est un supplément, parce que sinon, ce n'est que la phase développée de la société de domiciliation. Oui. Et l'entreprise, notamment lorsqu'elle est une entreprise de prestige, a besoin d'avoir un siège, a besoin d'avoir une identité. On l'a vu dans les flux et reflux de Paris vers Nanterre, Rueil-Malmaison, etc. Les entreprises sont parties de Paris pour aller s'installer à Rueil-2000 et puis sont revenues à Paris pour avoir un siège, parce qu'avoir un siège à Paris, c'était beaucoup plus prestigieux que d'avoir un siège à Rueil-2000. Finalement, c'était le maître qui avait le mot de la fin. Merci à vous trois pour votre expertise et votre écoute. Merci à vous d'être restés avec nous pendant ce webinaire BizInsight. Et à la prochaine pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.